Bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous et Mark Templeman de Cashbee. Bonjour. Merci, joli plateau pour ce jeudi. Alors, on va parler un petit peu, on va commencer par l'énergie. On vient de parler du rapport de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit une tendance à la baisse de la production qui va se confirmer, s'affermir au cours des mois à venir, au début de l'année prochaine. Parallèlement, une demande qui reste toujours très forte et qui visiblement n'en finit pas d'augmenter. On a les Trumponomics qui nous avaient envoyé le Brent et le brut léger américain du côté des $60 et en dessous, qui ne faisaient plus rien depuis des mois et des mois. Ça fait toujours rien ce matin, même après ces statistiques. Est-ce que le paradigme est appelé à changer sur les prix du pétrole et sur les prix de l'énergie de manière générale ? Ou est-ce que finalement on arrive à s'accommoder de la situation de manière à maintenir des dynamiques saines ? Je commence par vous, Olivier Le Chevalier, c'est un peu vos focus du moment. Exactement. Alors effectivement, là, quand on regarde ce qui se passe, on avait le baril à 60-62 $. En fait, c'est quand même la prévision de Trump de vouloir ramener vers les 50. C'est vrai qu'on est aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres d'ExxonMobil, de Shell, de BP, etc., qui se désengagent aussi des projets bas carbone. Donc ça veut dire qu'on en a marre de dépenser beaucoup d'argent, d'avoir des capex élevés pour avoir un faible retour sur investissement. On reviendra, ouais. Et donc là, c'est pour ça que c'est vrai que jusqu'à 2030, ils vont aller chercher du cash. Donc c'est vrai que pour moi, l'énergie, on va se recentrer quand même, je pense, sur la partie fossile, bien entendu. Donc effectivement, je pense que le prix du pétrole va être amené à monter, je pense, pour 2026. Parce que du coup, on va aller chercher quand même là où il y a du cash, où il y a de l'argent, là où on maîtrise nos investissements. Et donc, on voit bien qu'il y a d'autres, comme l'hydrogène, qui va être abandonné aussi, l'hydrogène vert qui va se laisser, je pense, couler parce qu'il y a trop de capex aussi, et puis il n'y a plus de retour sur investissement et peu de demandes dans l'utilisation. Donc, en tout cas, le Brent, pour moi, il va rester, je pense, à peu près. C'est vrai qu'on commence à voir les chiffres pour 2026 en disant, tiens, le Brent, il va aller où ? Les marchés, il y a toutes les prévisions des banques qui tombent. Et là, c'est vrai que je pense qu'on est plus sur un consensus sur les 60 à 70 $ pour peut-être le baril pour 2026. À voir, mais en tout cas, je pense qu'ils vont consolider l'effort. C'est vrai que l'OPEP+ aussi retient sa production, ne lâche pas comme ça. La demande, elle est toujours là. Effectivement, il y a une faible reprise de la Chine aussi sur cette partie. Donc effectivement, je pense que sur l'énergie, en fait, ça va être le pétrole qui va dominer, je pense, l'année prochaine. Et après, sur la partie électricité, vous voyez bien qu'il y a les gros demandeurs, les big data, les big centers, etc., qui vont consommer beaucoup d'énergie. Donc eux vont apporter beaucoup d'inflation sur l'électricité. Ce qui est étonnant, parce que parallèlement, on constate que depuis quelques mois, le secteur des énergies renouvelables est en train vraiment de reprendre de la vigueur, parce qu'on se dit on va avoir besoin de tout. On va vraiment avoir besoin du nucléaire, on va avoir besoin de l'intelligence électrique, mais il faut du renouvelable. Il en faut même plein. Maintenant, chaque data center, s'il peut être autosuffisant, et bon, c'est rarement le cas, mais s'il peut être alimenté en plus par de l'énergie renouvelable, c'est bien. On voit Donald Trump qui soutient des projets liés à la biomasse, liés au photovoltaïque. Il ne supporte pas les éoliennes, mais bon, en plus, il avait pris une décision d'interruption des investissements à ce sujet qui a été retoquée par la justice. Donc, mais est-ce que les pétroliers, parallèlement, font pas une sorte d'erreur stratégique en se désengageant total de l'énergie bas carbone, ou est-ce que, au contraire, ils se disent on va laisser les spécialistes faire, nous on va rester sur le pétrole et chacun chez soi? Alors, pour le moment, ce qui a été annoncé, c'est qu'ils se sont dit, par exemple, ExxonMobil passe de 30 milliards à 20 milliards jusqu'en 2030 d'investissement. Ils ont réduit un peu la voilure. Ils ne sont pas en train de se dire, j'abandonne totalement. Mais ils ont besoin de faire plaisir aux investisseurs. Ils ont besoin de rassurer le marché et de dire, en fait, avec les difficultés aussi sur les entreprises qui pèsent en disant le crédit augmente, il faut les financer, les investissements. Donc effectivement, où on va chercher du cash, en se recentrant sur les activités qu'on maîtrise et qui coûtent un peu moins cher aussi à produire en termes de capex. Donc la décision, là, pour le moment, elle est vraiment... Ce n'est pas d'abandonner, mais ce n'est pas forcément de redonner la priorité. Et là, ils veulent aller rechercher quand même des fonds, du cash pour avoir de la liquidité jusqu'en 2030. Puis on a vu Total abandonner quelques projets, notamment aux États-Unis, qui étaient plus rentables. Malgré tout, Total reste un des principaux investisseurs en énergie verte au monde. Exactement. Non, mais sur tous les projets, là, depuis 2022-2021, il y a eu 300 projets qui ont été annulés ou stoppés en fait, sur l'énergie renouvelable et verte. Voilà. Mark Templeman, ces prix de l'énergie... ça vous inquiète, ça constitue une thématique sur laquelle il faut rester super vigilant en cette fin d'année, au début d'année prochaine,
ou c'est plus le côté fondamental de la tendance des marchés que vous regardez? Alors nous, on regarde surtout le côté fondamental des marchés, effectivement, quelles sont les classes d'actifs dans lesquelles on pourrait miser pour l'année à venir. L'énergie en fait partie, évidemment, les commodités en font partie. Je partage l'avis d'Olivier qu'il est difficilement... Enfin, les scénarios dans lesquels on peut envisager une baisse du cours du pétrole, ils sont rares et c'est compliqué à justifier. Une hausse pourrait notamment être justifiée par la bonne tenue de l'économie mondiale. Et c'est là où, au-delà de la demande que l'IA et tous les data centers représentent, si la croissance reste comme elle est, avec une certaine reprise en Asie, avec une économie américaine qui, bon an, mal an, tient, et même des possibles révisions à la hausse de la croissance en Europe, mais il n'y a pas 36 000 solutions. Je pense que cela aura un impact sur le cours du pétrole, parce que le pétrole pèse juste aujourd'hui beaucoup trop lourd dans les sources d'énergie. Enfin, c'est la source d'énergie principale du monde. Alors, de manière un petit peu plus fondamentale, on en est aussi à regarder la fin de l'année, à commencer à échafauder des scénarios pour l'année prochaine. Tout le monde est optimiste, hein, tout le monde se dit le S&P 500 va continuer de grimper. Exactement. L'IA, pas de ralentissement. Alors, malgré quand même un bon coup de mou du côté d'Oracle, parce que là, on sent que c'est vraiment le maillon faible. Malgré tout, si on regarde les prévisions des grandes banques, on est sur des prévisions extrêmement classiques, malgré la très forte accélération de cette année. Ça va continuer, selon vous? Alors, moi, j'aime beaucoup regarder les prévisions et les pronostics pour les années à venir de la totalité des banques. Et ce que je remarque cette année, c'est qu'effectivement, ce consensus est vraiment très fort. Or, je me méfie toujours quand les consensus sont vraiment trop forts. Là, en l'occurrence, toutes les grandes banques voient entre un plus 5 pour le S&P 500 par les plus prudents, Bank of America, jusqu'à plus 17 pour Deutsche Bank. Mais en moyenne, on voit effectivement cette hausse qui devrait continuer, peut-être à un rythme un peu moins fort, à un plus 10. Ce que je trouve intéressant dans les analyses, c'est pas tant les chiffres qui sont projetés, parce que je partage votre opinion, tous les ans c'est à peu près pareil, et rares sont les analystes qui sont vraiment, qui s'opposent au consensus. On vous rappelle un petit secret d'analyse. Généralement, quand un analyste vous dit oui, je prévois une hausse de 10 à 15% des marchés l'année prochaine, ça veut dire que globalement, il a strictement aucune idée de ce qui va se passer. Et donc, voilà. Il faut jamais oublier que les analystes travaillent pour les grandes banques. Et même si c'est des départements qui sont parfaitement ségrégés, intouchables par les banquiers, on sait tous que les banques bénéficient, leur activité bénéficie plutôt d'un contexte haussier, et donc ça paye pas trop de prédire un marché baissier. Voilà. Maintenant, quand on a dit tout ça, à quoi bon publier quand même ces analyses? Elles sont pas, selon moi, à acheter à la poubelle. Et il me semble intéressant de plutôt regarder qu'est-ce qui soutient, qu'est-ce qui argumente ces prévisions de hausse. Et cette année, c'est la diffusion de l'IA dans tous les secteurs économiques, qui devrait donc permettre à beaucoup d'entreprises de continuer à augmenter leur profitabilité. On constate un impact pour l'instant relativement modeste des droits de douane imposés par Trump, qui était un facteur qui aurait pu peser sur les marchés. Et enfin, l'inflation reste maîtrisée. Moi, ce que j'en conclus, c'est voilà les risques qu'il faut garder en tête. Et si ces 4, 5, 6 hypothèses ne se réalisent pas, c'est ça qui pourrait déclencher une trajectoire qui serait radicalement différente des pronostics, pour l'instant plutôt bullish, donnés par les uns et les autres. Ok, donc les prévisions, c'est vu. Les prix de l'énergie, c'est vu. Matière première, Olivier Le Chevalier, il y a deux facteurs très intéressants qui m'intéressent. C'est que l'or est arrivé visiblement à un sommet, on n'arrive plus à dépasser les nouveaux plus hauts historiques. Le résultat, c'est que tout le monde s'est replié sur l'argent, qui signe record sur record, jour après jour. On est au-delà des 62 $ maintenant pour l'once. Est-ce que le prochain, ça va pas être enfin le cuivre? Parce qu'on a eu quelques pointes ces derniers jours, mais on a l'impression que tous les acteurs du cuivre, je pense à tous ceux qui sont chez nous, qui n'arrivent pas à prendre la tangente, qui n'arrivent pas à profiter de ces perspectives qui restent exceptionnelles. On a besoin de cuivre pour l'électricité, pour l'électronique. Comment ça se fait et comment la situation pourrait se débloquer dans les mois à venir? Alors, c'est vrai que juste pour revenir sur l'argent, on voit qu'on est arrivé à 60, 62 $ l'once, etc. Donc, c'est vrai que ça marche fort pour lui. En fait, c'est aussi, il est lié à l'or. Donc, en fait, les investisseurs, quand ils sont positionnés sur l'or, ils disent, l'argent va suivre, parce qu'il a une corrélation de 1,4 à chaque fois par rapport à ces niveaux de mouvement de marché. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il est surtout très demandé. Mais là, ce qu'il va y avoir, c'est qu'en 2026, il va y avoir... La difficulté, c'est que l'or, on en a, etc. Bon, très bien. Et du coup, il progresse. Mais l'argent, il faut aussi aller le sortir de terre et le raffiner. Et en fait, il y a quand même des contraintes là qui s'annoncent pour 2026 où on va avoir des difficultés.
à en ramener sur les marchés, effectivement. D'où cette hausse aussi. Et en fait, c'est vrai qu'il est très utilisé pour tout le photovoltaïque, pour toutes ces premières parties qui sont dans le renouvellement énergétique et qui, du coup, on revient voilà, pour notre première discussion, on dit attention, on va revenir plutôt sur du fossile. Donc aussi, il y a un peu cette opposition. Et après, on a toujours le cuivre où, effectivement, le prix va stagner entre ces 7 et 10 000 pour l'année prochaine. Effectivement, on voit que le commitment des traders dit ils sont en position longue, donc ça veut dire qu'ils veulent se couvrir, donc ils anticipent une hausse des prix. Mais en fait, on voit que dans les marchés et dans l'application, on ne l'a pas encore. Voilà. Donc on a cette difficulté où on dit très bien, c'est un peu comme une crise. Quand est-ce qu'elle va arriver? Quand est-ce que les prix vont augmenter? On ne peut pas vous le dire, on n'a pas de boule de cristal. Mais effectivement, ce marché, qui est lié quand même au marché chinois, au raffinage, à tout le process de métier qui est détenu par la Chine, elle a encore un peu au ralenti. Nous ne sommes pas suffisamment, tout n'est pas relancé. Bon, voilà qui paraît clair pour les perspectives de ces prochains mois. Cela dit, là, ce qu'on voit venir, de manière sûre, c'est la fin de l'année. Il y a des arbitrages à faire, on en parle tous les jours, hein. Il y a des choses, notamment le PER, faut être vigilant, etc. Ouais, mais attendez pas juste le tout dernier moment. Ça peut être un vrai piège. Mark Templeman, vous pouvez nous donner quelques pistes. Là, il nous reste une minute. En une minute, vous êtes bien nombreux à vouloir défiscaliser et utiliser les opportunités pour le faire avant la fin de l'année. C'est vrai que la fin de l'année calendaire... 31-12, très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'opérations qui prennent du temps et qu'entre maintenant et la fin de l'année, il y a aussi ce qu'on appelle des jours fériés durant lesquels les banques et les autres contreparties impliquées dans ces transferts n'exécutent pas les ordres. Et donc, pour être tranquille, pour avoir vraiment l'esprit tranquille, il est fortement recommandé d'effectuer les versements libres sur votre PER avant, je dirais, le 22 ou plus tard. Et très franchement, si vous pouvez le faire dans les jours à venir, c'est ça que je ferai. Parce que, les fournisseurs de PER sont inondés de ce type de demande. Bien sûr. Leurs back-office sont effectivement très, très occupés. Et ce serait vraiment dommage de louper l'avantage fiscal qui est associé au versement sur un PER ou encore sur un FCPI, selon votre choix, parce que vous avez manqué de 24 heures et que les fonds se retrouvent sur le compte destinataire qu'en début janvier. Donc prudence, hein. Regardez bien ça avant de préparer le réveillon. François-Xavier Soeur, qui va nous aider à y voir plus clair dans la boîte à outils dans quelques minutes, il nous a déjà averti lors de son dernier passage, évitez d'écouter tout le temps les vendeurs de défis qui vous vendent tout et n'importe quoi. Soyez précis, hein, soyez vraiment vigilants. Là, il va nous expliquer comment il ne faut pas prendre de décision à l'emporte-pièce sur ses investissements autour de la table de réveillon parce que tonton nous a raconté que ah oui, ça a l'air intéressant. Voilà. Il va s'asseoir là, il va tout nous décortiquer, ça va être passionnant.